Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation du 4e appel à manifestation d'intérêt du pôle d'innovation technique de défense, IDEACUB. Je suis Christelle Doudiès, votre responsable défense au sein du pôle Aerospace Valley, et je suis accompagnée pour ce webinaire de Monsieur Alain Gozlan, coordinateur d'IDEACUB au sein de la DGA, technique aérospatiale. Alain sera accompagné pour la présentation de l'AMI des porteurs du projet de l'armée de terre qui présenteront le besoin. Également, le commandant Flamand de l'Agence de l'innovation de défense précisera le rôle de l'AID dans le fonctionnement du pôle d'innovation technique de défense, IDEACUB. Avant de passer à la présentation du besoin de drone cargo, nous vous ferons un rappel de la structure ainsi que des missions d'IDEACUB. Nous vous préciserons ensuite la procédure pour répondre à cette AMI avec les critères d'éligibilité, le calendrier prévisionnel, ainsi que les modes de financement envisagés à la suite de l'AMI. Vous pouvez poser vos questions directement par chat et nous y répondrons à la fin de ces présentations. Cette AMI, qui est nationale, a été lancée le 23 janvier 2026 et il se clôture le 27 mars. Pour y répondre, vous disposez d'un dossier de candidature à télécharger sur le site d'Aerospace Valley et à transmettre aux adresses mail qui sont indiquées sur l'écran. Je précise ici pour les membres d'Aerospace Valley que je suis susceptible de vous accompagner dans la réponse à ce projet. Les répondants à cette AMI peuvent être tout type de structure, start-up, PME, ETI, grands groupes, laboratoires, centres de recherche, seuls ou en consortium, et ayant tout ou partie du besoin exprimé. En effet, vous pouvez apporter des briques technologiques ou des compétences spécifiques sans répondre nécessairement au projet dans sa globalité. Alain le développera par la suite, mais je vous rappelle que l'objectif d'IDEACUB est de fédérer et de susciter l'innovation du monde civil et de l'appliquer au monde militaire. Je remercie les porteurs du projet ainsi que l'AID d'être présents aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Je vous précise que vous pouvez poser vos questions directement par chat et nous y répondrons donc à la fin du webinaire. Alain, je te passe la main. Merci Christelle. Donc Alain Gozlan, comme l'a dit Christelle, je suis responsable en fait du bureau innovation et progrès permanent de DGA Technique Aérospatiale, un des 9 centres de la DGA. Je vais prendre juste quelques minutes. Le plus important, c'est d'écouter les émetteurs de besoins et l'AID sur ce type d'appel à manifestation d'intérêt très précis. Et donc, la particularité de cette AMI, c'est qu'il ne comporte qu'un seul besoin, donc on va être assez efficace dans le traitement des demandes. Donc, les pôles, en fait, c'est une initiative de la DGA. Dès la création de l'Agence de l'innovation défense en 2018, la DGA a créé des pôles un peu partout en province et surtout un par centre d'expertise et d'essai. Et l'idée, c'est d'être les relais en région de l'Agence de l'innovation défense, être capable de capter des innovations qui intéressent le milieu le ministère des armées, et en particulier les programmes et les forces. La planche suivante. Alors donc, vous avez vu un certain nombre de pôles d'innovation. Il y en a 9 au niveau de toute la France. Et en fait, on fonctionne à peu près de la même façon, suivant 3 cas: l'innovation provoquée, l'innovation spontanée, ou en appui par rapport à une société qui souhaite être subventionnée pour un rapide, une thèse ou un ASTRIC, par exemple. Donc l'innovation provoquée, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. À partir d'un besoin force précis, on lance un appel à manifestation d'intérêt et on recueille les propositions. Alors, il ne s'agit pas d'un appel d'offres au sens de la commande publique, il s'agit bien d'un sourcing. C'est une phase de sourcing. On a un thème qui est nouveau, qui n'est pas solutionné, et on voudrait savoir qui sait faire, qui a les compétences pour répondre à ce besoin, combien ça coûterait, dans quel délai. Voilà. Je répète, ce n'est pas une commande publique. On essaie de se connaître, de connaître le tissu industriel, technique, innovant, relatif à ce sujet.
Donc ça, c'est un point vraiment important. Ça dure 2 mois, cette phase de sourcing, où on échange, et ensuite on reçoit et on analyse les documents. Mais je montrerai un peu plus précisément le process IdeaCube par la suite. L'innovation spontanée, vous avez une solution à un besoin qu'on n'a pas exprimé forcément, et on peut nous le présenter, et s'il présente vraiment un intérêt, nous on recherche un financeur au sein du ministère des Armées et il peut vous être acheté directement. Donc dans les 2 cas, innovation provoquée, innovation spontanée, on est pilote et on achète une prestation. Dans le 3e cas, on est à l'origine d'une lettre d'appui pour un projet qui a été proposé par une société, alors via Aerospace Valley ou directement par nous. Et on vous aide, on vous accompagne à l'Agence de l'innovation défense pour dire oui, ce projet, il a un sponsor, on pense que c'est intéressant. Après, c'est l'AID qui prend sa décision en fonction de ses orientations stratégiques. La planche suivante, c'est pour vous montrer un bilan des différents appels à manifestation d'intérêt. Alors, en fait, il y a 5, on a lancé 5 AMI, puisque le premier, c'était sous la bannière de Ciel, qui était très orienté, enfin, qui était limité à l'aéromobilité. Et ensuite, à partir d'avril 2022, on a élargi le périmètre de ce pôle et on est devenu IdeaCube. Donc, depuis le début, on a lancé 5 AMI sur 37 besoins. On a capté 16 solutions et ces solutions ont été captées, financées et testées. Voilà, ce n'est pas une coquille vide, hein, on ne fait pas des sourcings comme ça. Par la suite, on prend en charge et on finance et on teste les solutions qu'on a captées par rapport à des besoins qui n'avaient pas à l'époque de solutions. L'avant-dernier AMI concernait 8 besoins. On est en cours on va en notifier 3 et 4 sont en cours de discussion actuellement. Un n'a pas trouvé de solution. Et l'objectif de ce dernier AMI, qui a été lancé en janvier 2026, va vous être présenté par les émetteurs de besoins, que sont le ministère l'armée de terre via l'école des troupes aéroportées de Pau. Le processus d'IdeaCube, il est assez simple. Hein. On capte des besoins technico-opérationnels. Là, on est dans l'innovation provoquée. On émet un appel à manifestation d'intérêt. Une fois que ce besoin est validé, il est validé par toutes les parties, hein, y compris les forces, l'Agence de l'innovation défense. On regarde bien qu'il n'y ait pas de redondance, qu'il n'y ait pas d'autres projets qui ont été lancés dans ce domaine-là précis. Donc, quand on lance un AMI, on est sûr qu'on est les seuls à le faire sur un besoin précis. Pas dans un domaine, un besoin précis, avec des exigences très pointues. Donc jusqu'au 27 mars 2026, on va échanger avec des entreprises qui vont nous répondre. On va analyser ensuite les projets. S'il y a des projets intéressants, on va les solliciter pour discuter en visio sur leurs projets. Et à un moment donné, une fois qu'on a fait l'analyse de tout ça, le go, c'est est-ce que les sociétés qui nous ont présenté des projets sont suffisamment matures pour qu'on lance une recherche de financement et une commande d'achat. Voilà. Et donc, c'est là que intervient l'Agence de l'innovation défense. Donc, je vais laisser la parole au commandant Laurent Flamand, qui va vous expliquer en fait qu'est-ce qui se passe une fois qu'on sollicite l'AID par rapport à une analyse des propositions qui ont été faites par les sociétés suite à un appel à manifestation d'intérêt. Oui, bonjour à tous. Donc, le commandant Laurent Flamand de l'Agence Innovation de Défense. Je suis le point de contact sur ce sujet en particulier qui intéresse l'armée de terre et bien évidemment en lien avec les différents experts en drone que certaines sociétés peuvent connaître, notamment au travers du pacte drone. Donc, le focus que je voulais réaliser à cet instant de la présentation, c'est que donc Alain Gazouan vous a présenté le déroulé général de la procédure. Et en gros, une fois la sélection des projets réalisée par le prescripteur de besoins qui est l'étape et donc les différents experts techniques,
se posera la question du financement des expérimentations, des projets retenus, du ou des projets retenus. Le financement, il est décidé au travers d'un comité qui se tient deux fois par mois au sein de l'Agence Innovation de Défense sur des critères non exhaustifs que je vous ai listés ici, donc le caractère innovant, le lien opérationnel, potentiel passage à l'échelle, puisque l'objectif qu'on cherche ici, c'est bien effectivement de sélectionner des projets qui répondent à notre besoin, mais avec dans un coin de la tête la volonté de passer à l'échelle et d'équiper avec la solution qui présentera, qui répondra parfaitement à notre besoin, globalement notre armée de terre et potentiellement les autres armées. La souveraineté, parce que dans la situation mondiale qui est la nôtre actuellement, on se rend compte que si on a des composants chinois ou des matériels militaires, on peut avoir des problématiques lorsqu'on aura besoin de mettre en œuvre nos systèmes. Donc la souveraineté est un des critères également. Voilà, j'en ai terminé. Je suis en mesure de répondre à vos questions si on a. Donc on va passer à la description. Vas-y. Capitaine de Marisy de l'école des troupes aéroportées et donc émetteur du besoin. Ce besoin, on l'a réfléchi dans une étude prospective qu'on a appelée TAP du futur, troupes aéroportées du futur, lorsqu'on s'est posé la question de que faire des parachutistes en 2040, en 2050, comment les employer au combat avec l'évolution des menaces et des nouvelles technologies. Dans cette étude, on arrive à un certain nombre de problèmes tactiques et on a besoin d'objets pour y répondre. Le drone cargo en est un qui répond aux problèmes tactiques de la logistique opérationnelle de l'avant lors d'une opération qui peut être aéroportée et qui peut ne pas l'être aussi, sur le nouveau champ de bataille qui est caractérisé par la transparence du champ de bataille et par la suprématie des drones. Un slide suivant, s'il vous plaît. Alors, le besoin. Pourquoi on a pensé à ça? Tout d'abord, on dispose aujourd'hui de capacités de ravitaillement qui sont relativement limitées, qui sont notamment la voie roue, donc des camions, des convois de ravitaillement. Aujourd'hui, comme nous le met en exergue le combat en Ukraine, ces convois routiers sont particulièrement ciblés par les tirs indirects de l'ennemi. Ainsi, pour ravitailler les unités de l'avant, on a un vrai dilemme entre exposer nos convois routiers, nos capacités logistiques face au risque de se le faire détruire. En plus de ça, on a d'autres moyens, notamment utilisés dans les troupes aéroportées, qui sont la livraison par air, donc avec du largage de fret, plus ou moins proche de la ligne de front. Mais ce largage par la troisième dimension est très vulnérable à la défense solaire et à la transparence du champ de bataille dont je vous parlais tout à l'heure. Ainsi, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut s'affranchir de la voie routière et s'affranchir des gros objets, des gros avions qui volent et qui viennent nous ravitailler. On a donc pensé à un pont logistique comme celui qui a été mis en place à Berlin après la guerre de la Deuxième Guerre mondiale et avec les nouvelles technologies, donc avec des drones, qui pourra créer un dilemme pour le défenseur, un dilemme entre le coût de la munition qu'il pourrait utiliser pour abattre un des drones du pont logistique et l'intérêt tactique qu'il va en retirer. Donc, on s'est dit que cette idée de pont logistique par drone cargo était intéressante. On l'imagine au plus proche de la ligne de front, alors pas forcément directement pour ravitailler les troupes au contact, mais pour agir dans ce qu'on appelle les trains de combat numéro 2 et numéro 1, donc globalement jusqu'à 25 km autour du front. Voilà pour le contexte. Le besoin, c'est d'apporter le ravitaillement
donc que ce soit des munitions, des vivres, des pièces mécaniques, du matériel médical dont on aurait besoin à l'avant, depuis un plot logistique qui est situé sur une zone arrière plus à l'abri des tirs indirects de l'ennemi, vers une zone à l'avant, soit une zone logistique très proche de la ligne de contact, soit directement la ligne de contact. Voilà. Une fois que cette logistique est arrivée, que le drone a livré ses vivres ou ses munitions, il rentrerait au niveau du plot logistique qui se situe plus en arrière du champ de bataille. Voilà pour le besoin technico-opérationnel. Donc, c'est bien avoir des drones capables de transporter du matériel. Ensuite, sur les spécifications techniques. Donc, on a listé un certain nombre de spécifications techniques. Ce qu'on demande, c'est de voler en autonomie de jour et de nuit, évidemment, puisque la nuit a un certain intérêt opérationnel pour nous, sur 50 km en transportant une charge utile de 50 kg. Voilà, on a donné une dimension de cette charge qui correspond à un certain nombre de matériel qu'on a étudié, comme les vivres, qui sont ce qui prend le plus de place en termes de volume. Concernant la navigation, on a besoin d'un système qui est capable de voler de manière autonome sur un vol programmé, puisque l'entité de départ et l'entité d'arrivée n'est pas la même. Il y a en plus une élongation, 50 km, c'est quand même assez important. Donc, ce besoin de vol programmé nous semble primordial. Voilà. On a rajouté en point 4 la télécommande pour l'entraînement. En effet, les conditions de vol aujourd'hui en France ne nous permettent pas d'effectuer des vols avec un drone qui serait très lourd, chargé, sans commande. Donc, on s'est dit que la télécommande pour sécuriser l'entraînement était intéressante. Et on a aussi imaginé que cette télécommande pouvait être intéressante au niveau opérationnel pour certains cas d'utilisation. Donc, ce drone doit aussi pouvoir être télécommandé. Voilà, concernant les conditions de décollage et d'atterrissage, on vous a donné des dimensions qui correspondent à des clairières proches de nos plots logistiques qui pourraient être utilisées pour décoller. Voilà, qui sont des zones assez restreintes, mais suffisamment grandes pour accueillir plusieurs systèmes et vraiment avoir cet effet de pont aérien. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc là, je vous ai parlé des besoins et des exigences. Ensuite, on a listé un certain nombre de contraintes que vous devez avoir en tête dans l'élaboration de la solution. Donc déjà, être transportable facilement jusqu'à un plot logistique. On a mis un ordre de grandeur de 3 drones dans un poids lourd GBC 180, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le GBC 180, mais c'est le gros camion militaire à 6 roues, qui est notre camion logistique le plus répandu. Ce qu'il faut avoir en tête derrière cette contrainte, c'est que la logistique de l'arrière, elle est très loin de la ligne de front. Elle est à 200 km, 100, 200 km de la ligne de front. Nous, le besoin, il est bien sur la logistique de l'avant, donc dans la frange des 25 à 30 km autour de la ligne de front. Pour acheminer les drones du pont logistique, il est important que cet objet, le drone, ne soit pas trop imposant, puisque sinon, on ne pourrait pas aller le mettre sur le pont logistique pour ensuite effectuer notre pont de ravitaillement avant. Ensuite, la programmation, évidemment, la programmation et la mise en œuvre qu'on a dissocié. La personne qui sera en charge de programmer et de mettre en œuvre ce pont logistique aura d'autres métiers. Donc, forcément, il ne faut pas que ce soit trop complexe, puisque son unique métier ne sera pas de programmer et de faire voler ce drone. À côté, il devra assurer la défense de son pont logistique. Il aura certainement des compétences en mécanique. Voilà. Donc,
ne pas être trop compliqué, c'est un des points clés. Ensuite, sur la contrainte numéro 4, voler à basse altitude pour minimiser les risques d'interception. Effectivement, plus on va être, plus le drone va voler haut, plus il sera vulnérable. Donc l'objectif, c'est de profiter du fait que ce soit un drone pour qu'il puisse voler assez proche du sol, entre 30 et 50 mètres, pour éviter d'être trop vulnérable à ce qu'on appelle les manpads, qui sont des missiles de défense solaire portables, ou alors aux armes collectives type mitrailleuse 7 ou 7,62. Ensuite, les deux prochaines exigences qui concernent la partie un peu guerre électronique, la résistance au brouillage. Effectivement, le champ de bataille actuel est soumis à des contraintes électromagnétiques importantes, et notamment un brouillage assez fréquent d'un certain nombre de gammes de fréquences. On n'est pas forcément capable de caractériser, mais notre besoin opérationnel, c'est bien d'être capable de mettre en œuvre cet objet malgré le brouillage. Le besoin qui en découle, c'est le déni de GNSS. Effectivement, lors de brouillage, de leurrage du GPS, on a besoin que le drone puisse continuer à voler, puisse continuer à remplir sa mission de ravitaillement logistique malgré cet environnement électromagnétique contesté. Ensuite, en contrainte 7, pouvoir se connecter au Battle Management System. Ça, c'est dans la partie logicielle. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des informations, des remontées d'informations de ce pont logistique via le Battle Management System que nous utilisons. Ça permettrait, par exemple, à l'unité qui reçoit le drone de recevoir sur son Battle Management System, par exemple, la position réelle sur laquelle le drone vient de poser, et dans ce cas, de plus facilement aller décharger le drone du pont logistique qui viendrait de poser. Voilà. Ensuite, un petit élément de sécurité des opérations. Les données effectivement, les données du plot logistique et de la zone de posée ne doivent pas être récupérables. Effectivement, en cas de crash ou de drone qui serait abattu, il ne faut pas que l'ennemi puisse récupérer les données qui sont dedans, puisque les plots logistiques, notamment de départ, ont une stabilité qui est plus importante sur le champ de bataille. Ils ne peuvent pas se déplacer en permanence, sinon ils ne sont pas capables de soutenir les unités. Donc, il est important que ces données ne soient pas récupérables par nous. Enfin, des contraintes de prix, forcément. L'objectif n'est pas de disposer d'un avion, mais bien d'un drone qu'on puisse utiliser en masse et qu'on puisse utiliser sans trop craindre de se le voir détruire, puisque, comme je l'ai dit, c'est bien la logistique de l'avant, la logistique proche de la ligne de front. Donc, la perte de ce type de drone ne sera pas nulle. Enfin, ITAR-free, comme vous l'a dit le commandant Flamand tout à l'heure, ce qui est souhaitable, c'est qu'il n'y ait pas de matériel ITAR qui nous apporterait à terme, et qui pourrait à terme nous apporter des restrictions. Voilà, sur les résultats attendus, donc on a détaillé les différentes phases. Nous avons besoin de l'estimation technique et financière des solutions que vous pouvez proposer, de démonstration de la capacité à produire les drones, évidemment les prix qui correspondent, de certaines modalités de soutien, et pour les conditions sur la propriété intellectuelle, je ne sais plus ce qu'on avait dit, mais on le précisera. Voilà, nos points d'attention dans cette phase de sourcing, donc ce qu'on va regarder sur vos solutions, c'est bien l'adéquation aux besoins. Donc, vérifier que le produit que vous nous proposez répond à notre besoin opérationnel qui est de ravitailler les troupes proches de la ligne de front. La maturité technologique, évidemment, parce que ça aura un impact direct avec la capacité de production derrière et
le timing pour lequel on peut espérer avoir ce matériel dans les forces. Enfin, le ratio performance-coût. On ne va pas évaluer uniquement les performances, uniquement le coût. On va essayer de trouver d'évaluer ce ratio, puisque la Rolls-Royce du drone, si on la perd, va nous créer ça va être compliqué si on perd la Rolls-Royce du drone, mais en même temps, on a besoin quand même d'un objet qui soit assez robuste, comme on l'a parlé, robuste notamment à la guerre électromagnétique. Donc voilà, le ratio performance-coût sera important dans nos points d'attention. Voilà, délai de réalisation, évidemment, et la capacité de fabrication en série, le modèle industriel de vos entreprises. Le point numéro 6, c'est l'adaptabilité aux évolutions technologiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Aujourd'hui, l'innovation dans le monde du drone est estimée à l'ordre de 3 semaines, le cycle de l'innovation dans le drone, notamment sur le front ukrainien. Donc, l'idée, c'est d'avoir un objet qu'on puisse adapter en fonction des évolutions des techniques adverses. Donc, par exemple, si la gamme de brouillage adverse est le 5 GHz à 6 GHz, et qu'on puisse, et que notre drone fonctionne sur du 5 GHz, et pouvoir passer sur notre gamme de fréquences. Si la solution qu'on avait identifiée pour contrer le spoofing de GNSS ne fonctionne plus, et pouvoir y intégrer facilement une autre solution et garder l'architecture globale de l'objet. Voilà ce que j'entendais par adaptabilité aux évolutions technologiques. La simplicité de mise en œuvre, le point 7, je vous en avais déjà parlé. Et enfin, le point 8, la modularité du système. C'est ce que j'ai essayé de détailler. Capacité d'emporter plus lourd, moins loin, ou moins lourd, plus loin. Voilà, c'est un de nos points d'attention. L'objectif, c'est bien 50 km. Voilà, mais en plus, si le drone est capable de prendre 70 kg pour 30 km, ça pourrait être intéressant. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va évaluer lors de la phase de sourcing. De même, s'il est capable de prendre 10 kg et l'emmener à 100 km, ça pourrait être intéressant dans certains cas d'usage. Donc, c'est un plus que nous étudierons dans cette phase de sourcing. Voilà. Ensuite, après l'AMI, les issues potentielles, ce serait l'acquisition de plusieurs systèmes pour l'expérimenter et ensuite l'adapter avant un passage à l'échelle potentielle. Voilà, j'ai terminé pour cette partie. Parfait. Là, je crois qu'on est arrivé au bout. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons reçu un certain nombre de questions sur le chat et on peut toujours prendre de nouvelles questions. Donc, je vous propose de commencer de suite. Alors, plusieurs questions, mais vous y avez répondu, mon capitaine. Tout d'abord, sur la localisation de ce plot logistique. Est-ce qu'on va être proche ou éloigné du front? Alors, la localisation du plot logistique de départ, il serait dans la tranche de 20, 25, 30 km du front. Le plot logistique d'arrivée, qui n'est pas forcément un plot logistique, qui peut être soit un plot logistique, soit une unité au contact, ça peut être entre 5 et la zone de front. Ok. Donc, ça fait à peu près, allez, max 35 km d'autonomie, voilà les retours, quoi, en gros. À peu près. Non, 50. Juste l'aller. Et 25. Juste l'aller, ouais. Ok. 25 aller, 25 retour, max. Ok. Est-ce qu'il faut respecter un type précis d'énergie pour la propulsion? Alors, c'est une bonne question. On se l'est posé. On a souhaité ne pas le mettre dans
l'expression de besoin, parce qu'on n'a pas forcément un besoin déjà prévu. L'énergie électrique a ses avantages, ses inconvénients. L'énergie thermique a ses avantages aussi. Donc non, pour répondre clairement. Et si vous voulez que je détaille pourquoi on a pensé aux différents types d'énergie, je suis autour de le faire. Alors, juste sur ce point, sur les aspects très techniques, avec le commandant Laurent, enfin, il a identifié des experts au niveau de la DGA. On en a déjà identifié dans un autre centre qui s'appelle DGA Technique Terrestre. Et on s'appuiera sur l'expertise de ces personnels pour nous aider à analyser les offres lorsqu'elles sont très techniques. Merci Alain. Toujours sur cette histoire de kilomètres que doit parcourir le drone, ça serait donc 25 km à l'aller avec la charge utile et 25 km en retour sans la charge utile. Vous confirmez? Alors, c'est effectivement, à chaque fois qu'on parle de ce drone et de ce besoin, on se pose cette question. Ce qu'on a décidé, c'est 50 km avec 50 kg. Voilà, donc, ça pourrait représenter 25 avec la charge utile et 25 sans. Et en fait, on ne veut pas faire on veut pas dire comment est-ce qu'on l'utilisera. L'objectif, c'est qu'ils veulent 50 km avec ces 50 kg. Et ensuite, dans l'utilisation opérationnelle, on verra si on le fait voler sur 50 km à pleine charge, ou alors si on le décharge. L'objectif, par exemple, lors de ravitaillement, on peut aussi évacuer vers l'arrière des éléments logistiques. Par exemple, lorsqu'on va livrer une pièce sur l'avant du champ de bataille, et ben la pièce cassée, on peut aussi la faire rentrer vers l'arrière. Quand on va avoir besoin de matériel de santé, par exemple des bouteilles d'oxygène, et ben, ça peut être intéressant de renvoyer les bouteilles d'oxygène usagées vers l'arrière. Donc, on souhaite bien qu'il puisse faire 25 km à l'aller avec sa charge utile et 25 km au retour avec sa charge utile. Et ensuite, en fonction de ses capacités, c'est là où il y aura une réflexion de l'utilisateur dans son emploi. Est-ce que je peux voler un peu plus loin? Est-ce que je dois voler un peu moins loin parce qu'il va être chargé à bloc tout le temps? Voilà, on ne se pose pas de questions. C'est 50 kg avec 50 km et puis les allers-retours. On fera notre sauce au moment de l'emploi opérationnel. Ok, très clair. Concernant la zone de posée, 2 questions. Est-ce qu'elle est connue et sanctuarisée? Est-ce qu'on peut utiliser une balise pour la zone de posée? Ou alors, plus généralement, comment imaginez-vous la sécurisation du point de livraison? Alors, concernant le point de livraison, la balise, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. L'objectif, c'est quand même de pouvoir ravitailler des unités isolées, peut-être dans des canons conformes, donc qui ne sont pas partis avec une balise dans leur sac pour pouvoir être localisés. Donc, je ne suis pas sûr que la solution de la balise soit la plus pertinente, puisque, par exemple, dans le cadre d'une opération aéroportée, on peut avoir des parachutistes qui se retrouvent isolés sur le champ de bataille, qu'on a du mal à ravitailler, dans le plan, ce n'était pas prévu qu'ils soient isolés. L'objectif, c'est que ce drone puisse les ravitailler. Donc, une balise, ça impliquerait d'avoir amené la balise à l'endroit de la livraison et du coup d'avoir prévu ce cas-là. Or, notamment les parachutistes, on a une vraie contrainte en termes d'emport, puisqu'on ne peut pas emporter toutes nos vivres, toutes nos munitions, tous les nouveaux matériels, tous les drones, toute l'énergie dont on a besoin pour combattre en autonomie. Donc, je ne suis pas sûr qu'emporter une balise pour pouvoir être ravitaillé soit une solution pertinente, donc on n'y avait effectivement pas pensé. Concernant la sécurisation de la zone de livraison, on a identifié plusieurs cas d'usage. Dans certains cas d'usage, notamment livraison d'un plot logistique vers un plot logistique plus avancé, la sécurisation poserait moins de problèmes puisque ce ne serait pas une livraison en direct sur la ligne de front. Voilà, ça c'est vraiment l'emploi
principal pour lequel on a pensé cet objet, c'est pas de livrer les combattants qui sont en train de se faire tirer dessus, mais bien de livrer un peu en arrière des combattants qui se font livrer dessus pour qu'ils puissent aller chercher les vivres, les munitions à quelques kilomètres de cette zone. Donc la sécurisation est moins un enjeu que sur la ligne de front. On n'a pas envisagé d'unité dédiée à la sécurisation de la zone de posée, mais plus une étude tactique de l'ennemi, où est-ce qu'il est, quelles sont ses capacités, où est-ce qu'il est capable de neutraliser, d'atteindre un de nos drones, et où est-ce qu'il va trouver un intérêt tactique à abattre un de nos drones. Voilà. Et en faisant cette étude, on estime à réussir à trouver la zone sur laquelle il faudra faire poser le drone, et lui, il ne viendra pas nous détruire notre point aérien. Ok, concernant le vol à proprement parler, plusieurs questions. D'une part, la furtivité, elle n'est pas listée dans vos critères. Et d'autre part, y a-t-il une exigence concernant la vitesse de déplacement du drone? Alors la furtivité, effectivement, on l'a pas noté, puisque on sait bien que ce sera un gros objet. Transporter 50 kg à 50 km, ça aura très certainement un drone assez lourd, donc forcément bruyant. L'objectif, c'est bien de faire de la logistique. Donc on n'a pas prévu initialement de faire voler le drone au-dessus des lignes ennemies. Donc, la furtivité n'est pas dans nos exigences principales. Après, peut-être que dans l'emploi et dans des contraintes opérationnelles suite à un cadre conforme, le chef tactique prendra la décision d'utiliser ce drone pour voler par-dessus les troupes ennemies. Mais dans notre concept, ce n'est pas un objet qui va voler au-dessus des troupes ennemies, donc la furtivité n'est pas ce qui est primordial. Maintenant, évidemment, lorsqu'on va étudier les solutions, on regardera, on sera attentif au bruit. Et si vraiment le drone fait du bruit jusqu'à 5 km de la zone de posée, ce ne sera pas satisfaisant, en tout cas moins satisfaisant qu'un drone qui ferait moins de bruit. Voilà pourquoi la furtivité n'est pas listée dans les critères. Ensuite, concernant la vitesse, on n'a pas souhaité définir de vitesse. L'objectif, c'est bien d'être capable de ravitailler des troupes. On est parti sur un ravitaillement qui pourrait durer jusqu'à 2 heures, ce qui, dans le temps de la logistique opérationnelle, est plutôt un créneau cohérent et rapide d'ailleurs par rapport à notre logistique Boiroux. Donc voilà, si en 2 heures on arrive à envoyer 10 drones cargo sur l'unité qui est ravitaillée, ce sera très satisfaisant. Donc la vitesse n'est pas un élément clé de l'objet. Ok, sur les conditions de vol, toujours, est-ce que vous auriez par exemple des exemples de conditions de vol et un délai, par exemple, en combien de temps le drone devrait-il atteindre son objectif? Le délai, je pense que si entre le moment où il part et le moment où il arrive, il met 1 heure, c'est largement bien. Donc, c'est satisfaisant en termes opérationnels, sous réserve lors de l'étude tactique de vraiment s'assurer de la stabilité de la situation pour éviter que la zone de livraison identifiée soit polluée dans cette heure-là. Ensuite, sur le type de vol, je ne sais pas trop quoi répondre, mais ce qu'on imagine, c'est le plus logistique, donc, qui est situé plutôt dans une zone boisée ou une zone urbaine à environ 25 à 30 km du front, sortent pas loin de l'endroit où ils sont masqués, mettent en œuvre les drones, puis se remettre à couvert, que le drone parte, vole à une altitude assez faible, on l'avait chiffré en 30 à 50 mètres du sol, pour passer au-dessus des arbres, tout en ayant un profil de vol plutôt
proche du sol, un peu comme ce que font les pilotes d'hélicoptères de combat. Ils vont chercher à voler le plus proche des cimes d'arbres du sol pour être masqués à la fois des radars ennemis, mais aussi des moyens d'observation optique qui sont un ennemi des objets dans la troisième dimension. Donc un vol plutôt proche du terrain, peut-être un vol non rectiligne pour masquer les intentions de ce drone. Puis une arrivée sur la zone, sur le point de livraison, imposée dans la clairière du point de livraison, un déchargement par les opérateurs qui seront ravitaillés, puis un retour vers le peu logistique en arrière. Enfin, et tout ça, du coup, dans un délai de 2 heures, ça me semble satisfaisant, donc 1 heure aller, 1 heure retour, une vitesse de 50 km/h si j'arrive à calculer. Ok, vous avez mentionné donc l'altitude à laquelle le drone devrait évoluer. Est-ce qu'il serait équipé d'IFF? Et exactement, la question qui est posée, c'est que je suis au point A, j'envoie le drone au point B, plus proche du front, et lors du vol retour, comment est-ce que vous allez distinguer ce drone ami d'un drone ennemi? Alors, IFF, je ne suis pas un expert aéronautique, mais il me semble que c'est des capacités pour voler aux instruments dans les aéronefs. Moi, dans le besoin opérationnel, j'ai besoin que le drone me ravitaille, donc je ne suis pas vraiment En fait, mesure de… l'IFF, ça va permettre de distinguer si c'est un drone ami ou un drone ennemi. En aéro, les avions de chasse, par exemple, utilisent l'IFF. Comme ça, il y a des modes. Et ça permet d'identifier si c'est ami ou ennemi. Oui, alors là, vous touchez un point qui est assez possible au sein des armées. Les Ukrainiens abattent 40% de leurs drones eux-mêmes, il me semble. Donc, il y a un vrai enjeu d'identification des drones, amis ou ennemis. Et cet enjeu, il peut être surmonté par plusieurs solutions. La première, mais qui serait valable dans ce cas-là, mais qui n'est pas valable dans tous les cas, c'est la connectivité. Potentiellement, un drone qui redonne sa position à la station sol, qui permet de dire OK, c'est un drone ami. Ensuite, il y a les procédures. J'annonce le drone dans la zone dans laquelle je vole. J'ouvre un couloir aérien en disant tout ce qui passe dans ce couloir aérien est considéré comme ami. Voilà. Et ces procédures sont encore à définir clairement au sein des armées. Les Ukrainiens n'ont pas encore réussi à les définir. Donc, nous, on a une expérience moindre dans le domaine des drones. Et donc, effectivement, on n'a pas de réponse claire et précise à ce point-là. Maintenant, comme je dis, on serait dans une zone plutôt logistique, donc pas immédiatement sur le front. On peut estimer que la détection d'un aéronef dans ces endroits-là, il y a moins d'aéronefs qui volent. Du coup, la détection peut être plus facilement identifiable et discriminable par les moyens de défense solaire. En plus, le drone aura effectué le trajet aller juste avant. Donc, un drone qui part de l'arrière pour aller vers l'avant est quand même plus caractérisable comme ami que l'inverse. Donc, ce chemin ami pourrait nous permettre de prévoir que sur le chemin retour, c'est bien bon. C'est tout l'esprit aussi d'un AMI. Hein. Si une société trouve une solution innovante dans ce domaine, on est preneur. Ça peut être même une brique isolée, ça peut être étudié de façon spécifique. Vous avez mentionné également le Battle Management System. Est-ce que les spécifications d'interface seront accessibles? Alors ça, c'est une question auquel je n'ai pas la réponse. Je crois qu'on a marqué un protocole, le protocole Mavlink. Le protocole Mavlink, c'est un protocole de communication avec les drones, il me semble, et qui est compatible avec le Battle Management System qu'on utilise. Donc, à partir du moment où le drone utilise Mavlink, on est capable de l'intégrer au Battle Management System. Mais j'ai pas de
la réponse précise à cette question, et j'aurais tendance à dire non, puisque c'est un outil dont on n'est pas propriétaire, un outil qu'on utilise. Concernant la partie vol autonome, est-ce que les sociétés auront accès aux cartes du C2 pour préparer le vol? Alors, les sociétés, au moment de préparer le vol, j'ai un peu de mal à voir, puisque Ah oui, la oui. personne qui Oui, oui, préparera je le suis. vol, c'est bien l'opérateur. C'est bien l'opérateur, une fois que le système sera sur le champ de bataille, l'opérateur qui le mettra en œuvre aura accès évidemment à toutes les cartes que nous avons. Après, dans la phase de développement, si quelqu'un a besoin de différentes cartographies, il est possible d'en fournir, d'aider les industriels à s'en procurer. Oui, bien sûr. Envisagez-vous un autre cas d'usage que le transport logistique, par exemple, plus une application offensive type largage de charge, parce que cela pourrait dimensionner les offres techniques. Alors, nous, notre priorité, c'est bien de répondre à ce besoin opérationnel de logistique. Des solutions pour faire de la logistique par la troisième dimension, il n'y en a pas. Des solutions pour faire du largage de munitions sur la ligne de front, il y en a plusieurs, plus ou moins matures, mais on en dispose déjà suffisamment nombreuses. Maintenant, je ne dis pas que dans un deuxième temps, on ne trouvera pas d'autre intérêt à cet objet. Maintenant, nous étudierons les réponses avec le prisme logistique et non pas le prisme largueur, puisque nous avons déjà des objets et des pistes qui sont capables de larguer avec des drones de plus faible envergure, de plus faible taille, et du coup qui ont un intérêt, à mon sens, un plus gros intérêt de réduire la taille pour ce type de drone, puisque dans le combattant qui amènera ce type de drone, il n'a pas besoin que de son drone. Donc je dirais non. Ok. Est-ce que le drone doit faire l'objet d'une certification? Est-ce que vous pouvez répéter la question? J'ai pas entendu. Est-ce que le drone doit faire l'objet d'une certification? Alors, je ne sais pas, peut-être que M. Gozlan a plus la réponse. Je ne connais pas. Dans la phase de développement, d'expérimentation, il est possible, mais on s'entourera de nos experts spécialistes du domaine, parce qu'effectivement, il y a des manuels d'utilisateurs, des formations à l'utilisation de drones dans l'espace public, mais en temps de guerre, non. Ah, bien sûr, c'était le sens de la question, Alain, c'était durant l'entraînement. Durant l'entraînement, il peut y avoir des exigences. Ouais, je confirme. De toute façon, effectivement, on a une phase intermédiaire qui sera la phase de l'expérimentation. Cette phase d'expérimentation, elle va se dérouler sur le territoire national très probablement, et on sera tenu de respecter la législation en vigueur, quoi. Même si on aura un usage à terme qui est bien opérationnel, pour le tester, on aura besoin. Donc je suppose que la question, c'est est-ce qu'il faut que la DGAC valide ce système? Oui, on ne pourra pas le faire autrement. Est-ce qu'il y a des spécifications particulières ou des besoins sur les temps de recharge, énergie, carburant du drone? Alors, on n'a pas identifié ce besoin comme prioritaire, puisque on sait que c'est déjà un défi de faire voler un drone à 50 km avec 50 kg. Donc, on n'a pas voulu quantifier et donner un ordre de grandeur sur un temps de recharge, parce que ça risquait de fermer des portes. Non, il n'y a pas de spécification sur le temps de recharge. Maintenant, effectivement, il faut que ça ait une cohérence sur un emploi tactique. Et je dirais qu'un ravitaillement comme ça, sur un pont,
Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, allez, soit on dispose de 2 fois l'énergie, par exemple si c'est l'électrique, de 2 jeux de batterie, et on peut avoir du rechargement dans l'ordre de 12 heures. Je pense que c'est satisfaisant, hein, en étant assez large et plutôt pessimiste. Si on a 2 jeux de batterie, en 12 heures, on fait 2 allers-retours. Ça permet déjà d'avoir un ravitaillement logistique conséquent. Ok, ça reprend aussi une autre question qui a été posée sur le taux d'emploi du drone, s'il est prévu plusieurs vols aller-retour par jour et quelle serait la durée de vie estimée du drone. Mais vous y avez répondu avec la notion des 12 heures de vol pendant 12 heures. Alors, par le passage à l'échelle, à combien d'exemplaires le souhaiteriez-vous pour ce passage à l'échelle? Alors, c'est une question que nous nous sommes posée. Nous n'avons pas encore de réponse dans cette phase de sourcing. Nous aurons très certainement une réponse qui sera plus affinée à la fin de la phase de sourcing, puisque c'est un objet qui a été pensé par les paras pour les paras. Et vous imaginez bien qu'il n'y a pas que les paras qui sont intéressés par le ravitaillement logistique. Donc, pour l'instant, moi je dirais qu'au sein de la brigade parachutiste, on aurait besoin d'environ 150. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs brigades. C'est potentiellement un objet qui serait utilisé par l'armée de terre. Et puis, autre facteur qui est lié intrinsèquement, ce sera le coût unitaire. Si on est sur un objet qui sera très cher, on ne pourra pas en acquérir en masse. Donc voilà, c'est un peu des problèmes qui sont interdépendants. Et je ne suis pas en mesure aujourd'hui de donner une réponse précise. Serait-il envisagé de faire évoluer plusieurs drones cargo en essaim? Alors, en essaim, le terme est un peu fourre-tout et c'est un peu à la mode. Mais oui, l'objectif, c'est de faire un pont aérien. Un pont aérien, il n'y a pas forcément qu'un avion qui pose. Donc, on imagine, la manière dont on l'imaginait, c'est souvent avec plusieurs vols. Voilà. Est-ce qu'ils volent en essaim, est-ce qu'ils volent de manière autonome et décalée, etc. Tout ça, peu importe. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que des vrais essaims autonomes et capables de remplir une mission, ça manque un peu de maturité. En revanche, des spectacles avec de nombreux drones qui volent, je l'ai vu et ça fonctionne bien. Donc moi, la partie spectacle, ça me va. Il n'y a pas besoin d'autonomie et d'interdépendance, etc. Mais une utilisation multiple est indispensable puisque le ravitaillement avec 50 kg, on ne ravitaille pas grand-chose sur une unité quand on a de la masse sur la ligne de combat. Donc, effectivement, on envisage plutôt l'utilisation d'entre 5 à 10 drones, pas forcément simultanés, mais dans le même cadre d'espace. Et vous avez mentionné donc ce vol autonome qui était souhaité. Est-ce que le drone doit également être autonome pour la partie livraison, donc largage automatique, par exemple, de la charge? Alors, pas forcément, puisque en fonction de la charge qu'on y mettra, il y aura un certain niveau de sensibilité. Il y a des charges comme les vivres qui ne sont pas sensibles, qui peuvent être même déposés sans que le drone pose. Il y a des charges un peu plus sensibles comme du matériel médical, des munitions explosives, où il pourrait être intéressant que ce soit l'opérateur qui le décharge. Donc non, on n'a pas souhaité mettre comme primordial, on n'a pas trouvé nécessaire de mettre une livraison autonome, un déchargement autonome dans le cadre de cet objet. Concernant les premières démonstrations, est-ce que vous, par exemple, vous proposeriez des terrains? Alors,
pourquoi pas? On a des terrains militaires sur lesquels on peut faire voler des drones, donc c'est à identifier dans le cadre d'échanges. Je suis pas dépositaire des terrains personnellement, donc moi j'y verrais plutôt un avis favorable. Maintenant, ça ne dépend pas que de moi, mais ça peut se discuter. Et je pense que ça peut se faire. Et plus généralement, oui, vas-y Alain. La question, elle s'adresse pendant la phase de sourcing ou pendant la phase 2 de l'expérimentation du premier prototype par les forces? Plus la phase 2. La phase 2. Ben ça, de toute façon, c'est de responsabilité Minarme, donc forcément, ça sera fait au sein d'un terrain du Minarme. Mais par contre, sur la phase de sourcing, celle actuelle, à très court terme, on n'est pas, ce qu'on a dit au début, hein, c'est s'il y a des démonstrations de matériel sur étagère, on est vraiment très intéressé par voir voler ces drones. Même oui, si voilà. correspond aux exigences ni à l'autonomie, voilà, c'est bien de voir les choses. Et n'hésitez pas à nous inviter pour si vous avez des démonstrations, ça permet d'appuyer en fait notre connaissance sur les capacités à répondre à ce type de besoin. Bien sûr, en amont et dans la phase de sourcing. Oui. Concernant oui, je vous en prie. En plus de, même si ces démonstrations, si ça vous intéresse d'avoir ces démonstrations sur des terrains militaires, c'est envisageable. Vous pouvez même nous inviter chez nous. Ok. Concernant des spécifications sur la provenance géographique des pièces du drone, est-ce qu'il y a des exigences particulières? Et plus généralement, c'est la question un peu de la souveraineté de cette solution. Est-ce que vous attendez des points particuliers, des exigences particulières? Je vais peut-être laisser M. Gozlan répondre ou en flamand. Moi, j'ai un besoin opérationnel à remplir. C'est pas à vous à répondre, là, c'est clair. De toute façon, ça, on spécifiera ça si on fait une commande publique de façon précise. Moi, je vois totalement, effectivement, ça pourra faire l'objet de la spécification technique qui interviendra en fin de bon au niveau du passage à l'échelle. Merci pour ces infos. Nous arrivons bientôt à la fin du webinaire, mais il y a encore quelques questions. Seriez-vous preneur d'un drone qui peut livrer 500 kg en une seule fois? Alors, vous pouvez le proposer, on étudiera. Nous, l'objectif, c'était quand même d'avoir un objet qui soit relativement compact, qu'on puisse déplacer sur la zone, sur notre peu logistique. Donc, si déjà ce drone-là, on ne peut pas l'amener sur un peu logistique, il nous faut 3 camions pour l'amener sur un peu logistique. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Ensuite, livrer 500 kg, ça veut dire tout mettre tout le monde dans le même bateau, et si le bateau coule, il n'y a plus rien. Donc, ça a des intérêts, mais c'est pas le même coup, c'est pas l'objet. Maintenant, effectivement, 50 kg, 50 km, s'il fait 500 kg, 50 km, ça répond aux critères, mais je pense que ça ne remplira pas le besoin opérationnel, notamment sur la capacité d'être employé rapidement proche de la ligne de fond, la capacité des zones de décollage, etc. En fait, en complément, il va y avoir un autre appel à manifestation d'intérêt lancé dans le cadre du pacte drone sur les drones logistiques, un gabarit au-dessus de ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc en termes de volume et en termes d'élongation. Peut-être que cet objet pourrait trouver sa place dans le cadre de la consultation 100 km, 100 km. Une question qui
non pas sort du cadre de l'AMI, mais qui, vous avez quand même bien précisé que là, l'objectif, c'était de trouver un drone aérien, et nous avons la question, pourquoi pas envisager un drone terrestre pour faire cette manœuvre logistique? Alors, on peut envisager des drones terrestres et on envisage, mais c'est un autre objet. Donc, on envisage avec des spécifications différentes. Donc, on y pense et c'est d'ailleurs utilisé assez fréquemment en Ukraine, mais ça ne répond pas exactement aux mêmes besoins. Et enfin, Alain ou commandant Flamand, une question sur la partie financement. Donc, à quelle étape est prévu le financement du projet? Est-ce un financement total ou partiel, une somme forfaitaire ou bien une somme alignée sur l'offre? Alors en fait, c'est tout l'intérêt de l'AMI, c'est d'avoir une idée sur l'enveloppe qui est proposée en fonction des propositions concrètes de drones. Ensuite, on construit en fait notre demande financière par rapport à l'analyse qui nous est soumise, qui nous est envoyée. Pour le moment, on a une idée, mais cette idée sera affermie avec les propositions qui nous seront adressées. Voilà. Je ne peux pas répondre de façon précise. L'enveloppe, elle sera construite en fonction de l'état de l'art de ce type de solution par rapport aux besoins émis par l'État. Et ensuite, on construira l'enveloppe développement, prototypage, expérimentation, et aussi avec l'estimation qui aura été faite pour le coût unitaire par les sociétés, on estimera aussi le passage à l'échelle. Et ce sera un deuxième organisme qui financera ce passage à l'échelle. Mais tout est lié en fait. Oui, bien sûr, c'est très clair. Donc, en fait, là aussi, pour répondre à une autre question, il n'y a pas de montant max envisagé pour l'enveloppe de l'AMI. L'idée, c'est de répondre aux besoins, d'être au plus proche de ce fameux état de l'art. C'est toujours la même chose, hein, c'est le juste besoin par rapport à un prototype. Et ensuite, votre estimation, si jamais ça répond aux besoins, après expérimentation et passage à l'échelle. Il y a une exigence au niveau du prix. Alors, on ne veut pas une grosse, comme l'a dit le capitaine Bayeux de Marisy. L'aspect performance-coût est très important. On est dans le sens de l'histoire, de ce que dit la ministre, de ce que dit le DGA. Il faut faire vite, il faut faire bien, il faut faire juste, il faut faire en masse, il faut faire pas cher. Nous arrivons à la fin du webinaire. Alors, la majeure partie des questions a été traitée. N'hésitez pas à m'adresser par la suite vos questions directement par mail, hein, s'il y a des choses qui sont pas claires. Je terminerai par cette question générale sur le calendrier qui est envisagé. Donc, on a la clôture de l'AMI le 27 mars 2026. Alain, côté DGA, et mon capitaine, côté étape, le calendrier souhaité pour l'arrivée, par exemple, ou les premiers tests du drone. Alors, on a fait, dans cette feuille de route, il y a cet aspect qui est important de réception et d'analyse de vos estimations de la première phase. Ensuite, en fonction, c'est toujours pareil, hein, c'est en fonction des résultats. Si on est confiant dans l'état de l'art et les réponses qui nous sont faites, ça sera d'autant plus facile et d'autant plus rapide d'aller chercher un financement et passer une commande publique. Tout dépend de l'état de l'art et de ce que nous proposeront les sociétés. Moi, je ne suis pas capable de donner un délai très précis. Et alors, j'en profite pour demander aux sociétés, puisque vous avez vu la fiche de besoin, elle est très synthétique, elle permet d'ouvrir à des propositions diverses. On vous a mis dans le site d'Aerospace Valley un formulaire à remplir, un formulaire de réponse. Alors, nous, on a besoin de réponses à la fois simples et détaillées, mais on ne demande pas une proposition technique et financière de 200 pages. Hein. C'est vraiment qu'est-ce que vous savez faire, combien ça va coûter, dans quel délai,
et avoir suffisamment d'informations pour évaluer la maturité de votre technologie. Oui, c'est très ouvert, en effet, comme tu disais, Alain, il ne faut pas hésiter à faire des propositions. Là, vous avez quand même un cahier des charges qui est bien décrit, qui est suffisamment précis. Voilà, donc si vous répondez à tout ou partie de ce cahier des charges, IdeaCube et l'étape seront en mesure d'étudier le dossier. Voilà, il est précis mais adaptable et nous, c'est d'être agile. Alors, c'est un mot à la mode, mais là, on est vraiment dans cet esprit. Une spec simple et des réponses voilà, on appelle des réponses qui nous permettent d'aller de façon pragmatique à une solution. Et tout ça de façon innovante, hein, c'est la flexibilité que l'on a, comme tu l'as précisé en introduction, en utilisant l'AMI plutôt que directement un appel d'offres. Le gros avantage des AMI, c'est qu'on a un usage militaire. Donc, quand vous venez avec une proposition, voilà, elle va être étudiée, c'est sûr. Elle passe pas. C'est le premier critère hein, de l'Agence de l'innovation défense, est-ce qu'il y a un usage militaire? Là, oui. Donc, vous n'allez pas perdre de temps, puisque de toute façon, ça va être étudié. Hein. Parfait. Merci beaucoup, Alain. Merci, mon capitaine. Merci, mon commandant en ligne. Ce webinaire est accessible également en replay. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.